Vous écoutez On lit pour vous. « 25 ans, une bascule. Pourquoi les cellules CAR-T pourraient changer durablement l'histoire du cancer? Un texte de Véronique Molena, paru le 18 juillet 2026 dans Futura Science. Et si l'on ne combattait plus le cancer directement, mais en transformant nos propres cellules immunitaires en chasseurs de tumeurs? Les thérapies CAR-T ont déjà permis des rémissions spectaculaires chez des patients condamnés à court terme et ouvrent aujourd'hui la voie à une nouvelle génération de traitements contre les cancers du sang et peut-être demain contre les tumeurs solides. Une révolution médicale qui pourrait changer durablement l'histoire de la cancérologie. C'est une découverte majeure qui ouvre un nouveau chapitre de la cancérologie, un moyen complètement nouveau de traiter le cancer. L'idée est très simple. Transformer certaines cellules de notre système immunitaire, les lymphocytes T, en véritables killers de cellules cancéreuses. Le nom de ces cellules guerrières, CAR-T, pour Chimeric Antigenic Receptor-T. Avec ce traitement révolutionnaire, il ne s'agit plus de cibler les cellules cancéreuses, comme le font la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, mais les cellules immunitaires pour les activer afin qu'elles détruisent naturellement les cellules cancéreuses. Une excellente nouvelle pour la lutte contre une maladie qui concerne aujourd'hui près de 4 millions de Français et plus de 430 000 nouvelles personnes chaque année. Doter les lymphocytes de capacités de détection et de destruction high-tech. Habituellement, les lymphocytes T sont des cellules capables de reconnaître et de neutraliser les bactéries et les virus. Ils peuvent aussi détecter des cellules humaines dysfonctionnelles, notamment les cellules cancéreuses. Malheureusement, la plupart du temps, ces dernières possèdent une arme redoutable pour échapper aux lymphocytes. Un système qui, en brouillant le radar des lymphocytes, leur permet de devenir invisibles au système immunitaire. À partir des années 1980, plusieurs équipes de chercheurs vont travailler à l'introduction à la surface des lymphocytes T de structures moléculaires dites chimères, capables à la fois de reconnaître spécifiquement les antigènes des cellules cancéreuses et d'activer les lymphocytes T. Ce sont ces structures moléculaires hybrides associant des éléments d'un anticorps à ceux du récepteur des lymphocytes T qui sont nommés Chimeric Antigenic Receptor, CAR. Elles sont composées d'une tête située à l'extérieur du lymphocyte composée d'un fragment d'anticorps ciblant spécifiquement un antigène de cellules tumorales, d'un ventre, la partie enchâssée dans la membrane des lymphocytes, d'une queue nichée à l'intérieur des cellules ayant pour rôle d'activer les capacités destructrices des lymphocytes. C'est la structure de cette queue qui va occuper les chercheurs à partir du début des années 2000. Car si les premiers essais chez la souris montrent que ces premières cellules CAR-T peuvent reconnaître et détruire des cellules cancéreuses chez la souris, les essais chez l'homme sont en revanche décevants. Les lymphocytes disparaissent quelques semaines après l'injection, sans faire régresser significativement les tumeurs. À la recherche du meilleur booster, l'équipe de l'immunologiste Zelig Echard de l'Institut Weizmann des sciences en Israël va imaginer, en 2001, la première des deux pièces de la queue appelée CD3 qui a un rôle de co-stimulation. Elle va permettre aux cellules CAR-T, une fois qu'elles ont touché les cellules cancéreuses, de s'activer pour les détruire. Pour que les cellules CAR-T ne meurent pas et soient moins fragiles,
Michel Sadelain et son équipe du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, MSKCC, à New York, ajoutent, en 2002, un deuxième élément de co-stimulation appelé CD28. En 2004, c'est au tour de Dario Campana de l'hôpital St. Jude de Memphis d'en mettre au point un autre qu'il nomme 4-1BB et qui permet une persistance encore plus longue des cellules CAR-T. Quand une de ces deux dernières pièces est greffée sur le récepteur chimérique, les cellules CAR-T peuvent se multiplier et persister suffisamment longtemps pour éliminer les tumeurs. La mise au point des facteurs de co-stimulation permet un tournant décisif. En effet, les récepteurs de deuxième génération offrent aux cellules CAR-T les signaux nécessaires pour survivre, se multiplier et maintenir leur activité antitumorale chez les patients. Des effets bluffants sur les cancers du sang. En 2010, les premiers essais cliniques chez l'homme sont lancés et montrent des rémissions spectaculaires chez des patients atteints de leucémie et de lymphome réfractaire. Les cellules CAR-T se multiplient massivement après leur injection et parviennent à persister plusieurs mois, voire plusieurs années. Aujourd'hui, cette stratégie d'immunothérapie a radicalement transformé la prise en charge de plusieurs cancers du sang. Dans plusieurs cas de leucémie aiguë lymphoblastique, pour certains lymphomes B et pour le myélome multiple, l'approche avec les cellules CAR-T produit aujourd'hui des réponses impressionnantes, y compris chez des patients qui ont déjà bénéficié de traitements lourds. On assiste ainsi à des rémissions prolongées et même des guérisons de patients qui étaient condamnés à court terme. 2 bémols cependant. D'abord, ces thérapies coûtent encore très cher, autour de 300 000 € en Europe et de 450 000 $ aux États-Unis. Ensuite, il existe des effets indésirables parfois graves. C'est le cas du syndrome de relargage de cytokines, une inflammation systémique qui peut interférer avec certaines fonctions corporelles de l'organisme, mais que les médecins connaissent et savent désormais prévenir. Le saviez-vous? L'administration d'un traitement à base de cellules CAR-T se fait en plusieurs étapes. On prélève les lymphocytes T du patient par aphérèse. On les envoie dans un laboratoire de production de cellules CAR-T, comme le laboratoire américain Kite, situé à Amsterdam, aux Pays-Bas. À l'aide d'un vecteur viral, le personnel du laboratoire introduit l'ADN du récepteur chimérique, CAR, dans les lymphocytes T. Les cellules immunitaires vont alors produire ces récepteurs conçus pour reconnaître spécifiquement un antigène de la tumeur. Ces récepteurs vont alors s'enchâsser dans la membrane des lymphocytes T. Les cellules CAR-T sont mises en culture in vitro afin qu'elles se multiplient, puis sont renvoyées à l'hôpital où se trouve le patient. Ce dernier va subir une chimio afin d'altérer les défenses immunitaires et de laisser la place aux cellules CAR-T. On lui injecte les cellules CAR-T qui vont détruire les cellules cancéreuses. Vers des applications pour prendre en charge les tumeurs solides. Les scientifiques travaillent aujourd'hui à comprendre comment les cellules CAR-T pourraient être utilisées pour prendre en charge les tumeurs dites solides, cancer du sein, de la prostate, du cerveau, etc. Mais le chemin est plus ardu que pour les cancers du sang. Pourquoi? D'abord, parce qu'à la différence des cellules cancéreuses du sang, les cellules des tumeurs solides ne sont pas uniformes et n'expriment pas toutes les mêmes cibles à leur surface. Ensuite, les tumeurs solides possèdent leur propre système de défense, signaux immunosuppresseurs,
recrutement de cellules freinant l'activité immunitaire, création de barrières physiques empêchant les lymphocytes de circuler dans la masse tumorale, qui rend difficile l'accès des cellules CAR-T aux cellules cancéreuses. Enfin, les protéines cibles intéressantes sont aussi exprimées, au moins en partie, dans certains tissus sains, ce qui expose les patients à un risque de toxicité. Les pistes de recherche s'orientent donc vers le recours à des injections locales ou répétées, le ciblage de plusieurs antigènes à la fois, l'association à d'autres immunothérapies. Mais les premiers résultats publiés en 2024 dans New England Journal of Medicine sont là, puisqu'une étude de phase 1 a montré l'efficacité assez spectaculaire de cellules CAR-T bivalentes sur le glioblastome, un cancer du cerveau fréquent et difficile à traiter en cas de rechute, et un autre essai clinique publié dans The Lancet en 2025 a mis en évidence des effets positifs des cellules CAR-T sur certains cancers de l'estomac et de la jonction gastro-ésophagienne. Des résultats prometteurs, donc, mais qui doivent encore franchir l'étape de la démonstration d'une efficacité durable et reproductible. L'aventure ne fait que commencer. À retenir, 1. Les cellules CAR-T sont des lymphocytes T génétiquement modifiés capables de reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses et de les détruire. 2. Cette approche cible le système immunitaire plutôt que la tumeur elle-même. Une stratégie radicalement différente de la chirurgie, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. 3. Les résultats sont déjà majeurs dans plusieurs cancers du sang, leucémie aiguë, lymphome B et myélome multiple montrent des rémissions prolongées parfois assimilées à des guérisons. 4. Des limites importantes subsistent. Le coût reste très élevé et certains effets indésirables, comme le syndrome de relargage de cytokines, nécessitent une surveillance spécialisée. C'était 25 ans, une bascule. Pourquoi les cellules CAR-T pourraient changer durablement l'histoire du cancer? Un texte de Véronique Molena, paru le 18 juillet 2026 dans Futura Science. Attention aux biais cognitifs. Un texte de Véronique Joanny, paru le 5 juin 2026 dans Info Bref. Vous pensez prendre de bonnes décisions financières? Pourtant, votre cerveau vous joue des tours sans que vous le sachiez. Et ça vous coûte plus cher que vous ne le pensez. Selon le livre « Dans les coulisses de votre cerveau » de Gilles Azzopardi, nous prenons chaque jour pas moins de 35 000 décisions. La quasi-totalité se prend en mode automatique. Voyons comment. Vous pensez être rationnel? Et pourtant, non. Votre cerveau décide souvent à votre place. Il utilise des raccourcis pour aller vite. Ces raccourcis s'appellent des biais cognitifs. Ils semblent logiques, mais peuvent vous induire en erreur. Pourquoi votre cerveau vous piège? Votre cerveau cherche l'efficacité. Il filtre, simplifie et complète les informations. Résultat, vous choisissez vite, mais pas toujours bien. Logique ou pas? Un biais cognitif semble logique, mais il peut mener à une erreur. Imaginez que vous achetez des chaussures en solde. Le prix est bas. Votre cerveau vous dit « c'est une bonne affaire ». Pourtant, vous n'avez peut-être pas vraiment besoin de chaussures à ce moment-là. Le biais
peut vous pousser à faire un achat inutile. Autre exemple. Une envie de crème glacée évoque un souvenir agréable. Le choix devient alors plus simple et instinctif. Résultat, votre esprit privilégie l'émotion au détriment de la bonne nutrition. Un parent choisit une nouvelle voiture familiale. Il lit surtout des avis positifs. Résultat, son cerveau cherche à valider un coup de cœur plutôt qu'à évaluer la sécurité. Les biais cognitifs ne sont ni négatifs ni positifs. Ils vous aident à décider rapidement. Sans eux, chaque décision serait épuisante. Mais mal utilisés, ils nuisent à vos finances. Comment réduire l'impact des biais cognitifs? Voici 5 stratégies simples. 1. Connaître les biais. Lisez sur les biais cognitifs et repérez les plus fréquents. Une bonne ressource est le site Raccourci, guide pratique des biais cognitifs. La connaissance des biais réduit leur influence. 2. Observez vos émotions. Elles influencent vos décisions. Prenez du recul avant d'agir. 3. Ralentir vos achats. Évitez les décisions rapides. Posez-vous des questions simples. À quoi dois-je renoncer si je fais cet achat? En ai-je les moyens? 4. Développez votre esprit critique. Remettez en question vos idées. Cherchez des points de vue différents. Accueillez les informations contradictoires. 5. Consultez des experts. Un regard externe apporte de la clarté. Il réduit l'impact de vos biais. Les biais cognitifs ne disparaîtront pas, mais ils font partie intégrante de vous. Bien les comprendre, c'est déjà amorcer un changement durable. C'était Attention aux biais cognitifs, un texte de Véronique Joanny, paru le 5 juin 2026 dans Info Bref. Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août. En 1883, explosion cataclysmique du Krakatoa. Le volcan indonésien Krakatoa connaît son explosion finale, l'une des plus violentes jamais enregistrées dans l'histoire, entraînant l'effondrement de l'île sur elle-même. Le bruit de la détonation aurait été entendu jusqu'à près de 5000 km de distance. Les tsunamis provoqués par l'éruption font plus de 36 000 morts dans la région. Cet événement reste une référence en matière de catastrophes volcaniques à l'échelle mondiale. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 27 août. Démence. Ce que les États doivent changer pour protéger notre cerveau au-delà des conseils habituels. Un texte de Véronique Molena, paru le 3 août 2026 dans Futura Science. Manger équilibré. Rester actif. Entretenir sa vie sociale. Ces conseils restent essentiels, mais ils ne suffisent plus à eux seuls. Dans ces nouvelles recommandations, l'Organisation mondiale de la santé peaufine sa stratégie de prévention de la démence
et met en lumière des leviers d'action longtemps négligés. Une évolution qui pourrait changer notre façon de protéger notre cerveau au fil des années. Bien manger, bouger, éviter de s'isoler. Ces recommandations pour lutter contre la dégradation des capacités cognitives, vous les connaissez bien. Elles ont fait l'objet de multiples travaux scientifiques et sont aujourd'hui diffusées largement. Mais pour diminuer le risque de démence ou retarder le plus possible son apparition, faut-il compter uniquement sur sa volonté individuelle? Non, à en croire l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dans une mise à jour de son plan d'action mondial sur la réponse de santé publique à la démence, 2017-2025, l'institution propose plusieurs axes d'action, dont la mise en œuvre implique aussi une réorganisation des services de santé et une volonté politique forte. Près de 1 cas de démence sur 2 attribuable à des facteurs modifiables. À l'échelle mondiale, la démence touche plus de 57 millions de personnes. Sous l'effet de divers facteurs, ce chiffre augmente chaque année, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Alors que le monde continue de chercher un remède contre la démence, nous savons déjà que jusqu'à 45% du risque de démence peut être attribué à des facteurs de risque modifiables dont beaucoup sont communs aux maladies non transmissibles, déclare en introduction Deborah Kestel, la directrice du département des maladies non transmissibles et de la santé mentale à l'OMS. Grâce à des systèmes de santé solides et centrés sur la personne, les pays peuvent mieux prévenir, détecter et prendre en charge la démence et ses facteurs de risque au fil du temps, tout en répondant aux besoins changeants des individus à mesure qu'ils vieillissent. Ces lignes directrices, actualisées avec les derniers résultats des études, proposent des mesures pratiques fondées sur des données probantes pour réduire le risque de démence et favoriser la santé cérébrale. Plusieurs axes d'action sont abordés. Les bonnes habitudes à prendre, mais pas que. Le premier concerne, on ne pouvait pas y couper, les bonnes habitudes pour protéger son cerveau. L'OMS y apporte quelques nouveautés et mises à jour, comme l'encouragement à participer à des activités de stimulation cognitive, jeux de société, puzzles, activités de groupe, lecture, médias radio et TV, pratique d'un instrument de musique, ou à sociabiliser, activités de groupe, implication dans des associations. Concernant l'alimentation, elle abandonne les recommandations concernant la complémentation, vitamines B et E, oméga 3 ou multivitamines et minéraux, pour donner davantage de poids aux régimes qui ont fait leurs preuves, régime méditerranéen, régime DASH, et qui sont riches en vitamines, minéraux, anti-inflammatoires et antioxydants, bonne graisse, mais pauvres en sucre et en graisses saturées, etc. Le deuxième axe encourage à mieux diagnostiquer, traiter, soigner et soutenir les personnes affectées par un certain nombre de maladies ou problèmes de santé. On y retrouve l'obésité qui affecte aujourd'hui 16% de la population mondiale, la perte auditive dont une meilleure prise en charge pourrait permettre de prévenir 7% des cas de démence, ou encore la perte de vue qui contribuerait à 2% des cas de démence. La pollution de l'air, nouveau levier d'action. Grande nouveauté du rapport. L'ajout, dans le troisième axe, de la pollution de l'air. 99% de la population mondiale y serait exposée, selon l'OMS. En cause, le trafic routier, notamment des véhicules diesel et essence, les industries manufacturières, le chauffage au bois, au fioul et au gaz, les carrières, etc., qui libèrent dans l'air des particules, PM10, et particules fines,
PM2,5, des NOx, oxyde d'azote, du monoxyde de carbone, CO, etc. On sait par exemple que les particules fines sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et de déclencher une neuroinflammation et un stress oxydatif, deux voies impliquées dans la neurodégénérescence. Selon l'OMS, si la pollution atmosphérique était totalement éliminée au niveau de la population, on estime qu'environ 3% des cas de démence pourraient être évités. Garantir un air pur relève en effet d'une responsabilité sociétale plutôt qu'individuelle. Or, on sait aujourd'hui que les interventions visant à réduire l'exposition à la pollution de l'air, amélioration de l'urbanisme, contrôle des émissions liées au trafic, politique en faveur des énergies propres, peuvent avoir un impact considérable. Davantage d'interventions multidomaines. Le quatrième et dernier axe concerne la prise en compte des facteurs de risque de démence dans une perspective globale, car de multiples risques coexistent souvent et s'accumulent tout au long de la vie. Il s'agirait de promouvoir les interventions multidomaines qui ont fait la preuve de leur efficacité pour prévenir le déclin cognitif. L'activité physique, l'entraînement et les activités cognitives, la prise en charge de la dépression, une alimentation saine, le suivi des risques métaboliques et vasculaires, les activités sociales et le sevrage tabagique. Les personnes atteintes de troubles cognitifs légers, TCL, sont celles susceptibles de tirer le plus grand profit des interventions multidomaines, peut-on lire dans le rapport. Bien que les bénéfices soient modestes, ces interventions peuvent ralentir le déclin cognitif et aider les individus à préserver leur autonomie plus longtemps. Un message d'espoir, donc. Gageons maintenant que les États s'emparent de ces recommandations, car si la vie moderne a sapé nos capacités cognitives, une action volontariste peut réellement renverser la vapeur. C'était Démence, ce que les États doivent changer pour protéger notre cerveau au-delà des conseils habituels, un texte de Véronique Molina, paru le 3 août 2026 dans Futura Science.